Un petit peu d'urgence, donc ça tombe bien parce qu'on est en retard. Donc je vais demander à nos intervenants de rentrer dans cet esprit d'urgence. Qu'est-ce que l'on peut faire tout de suite en attendant les normes, que tous les industriels soient prêts, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? On peut se présenter quand même. Oui, aussi. D'accord. Eh bien bonjour, moi je suis Éric Lenné, je travaille pour la société Ciplage, j'en suis le directeur de la prescription. Et puis je suis le vice-président du club BIM Prescare qui a été créé maintenant il y a 6 mois, dont parlait tout à l'heure Lionel Blanquer. Moi je suis Christophe Castin, je suis de la société Aegis, qui est une société d'engineering. Je suis directeur du programme BIM by Aegis à l'intérieur de l'entreprise. Et par ailleurs, je suis administrateur de Mediaconstruct. Et à ce titre, je co-dirige le projet MIND dont parlait tout à l'heure Bertrand Delcambre sur la problématique des infrastructures. Et dans MIND, on va faire plus fort que Pyramide, on a mis ND, parce qu'on fait plus que 5 dimensions. Donc ça couvre l'ensemble de la problématique des infrastructures et ça regroupe 40 organisations en France, c'est-à-dire l'ensemble de la profession qui intervient sur la problématique des infrastructures. Parce que très rapidement, on passe du bâtiment aux infrastructures urbaines et c'est ça qu'on essaye de traiter. Et enfin, au niveau international, je préside dans Building Smart International la partie développement des IFC pour les infrastructures. Et donc, à ce titre-là, je participe également au board de l'OGC, qui est l'organisation qui s'occupe de la standardisation dans tout le domaine de l'information géographique. Parce que dès qu'on déborde des infrastructures, ou même quand on parle d'un permis de construire, on passe très rapidement du problématique du bâtiment à la problématique du cadastre. Et là, on est dans le domaine de l'information géographique. Donc bonjour, Didier Balaguet, je suis PDG fondateur de la société Pluristop qui porte le projet DATBIM, le catalogue ouvert et connecté. Je suis administrateur du syndicat national de l'isolation, administrateur de Mediaconstruct et membre du comité de normalisation PPBIM, propriété produit pour le BIM. Bien, Éric Lenné, donc un industriel qui a bougé sur le BIM et qui continue à bouger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et qu'est-ce que vous donneriez finalement comme conseil aux autres industriels pour aller vite? Tout d'abord, je voudrais dire que on l'a entendu ce matin, c'est que l'industriel aujourd'hui est un partenaire primordial pour s'investir dans le BIM, puisque très en amont, il doit fournir des objets qui va servir justement à construire le projet et sa conception. Donc l'investissement de l'industriel est hyper important. Par contre, pour rencontrer beaucoup d'industriels, pour faire partie de 2 clubs et en être même très actifs, l'industriel pour l'instant n'est pas encore véritablement impliqué. Il a encore besoin pour certains, et pas forcément pour des petites entreprises, mais aussi pour des entreprises moyennes, d'être rassurés, d'avoir peut-être aussi une méthodologie pour pouvoir vraiment y aller. Moi, je peux vous parler de mon expérience, puisque il y a 1 an, étant intégré dans le club Prescire, j'ai rencontré Lionel, mais j'avais aussi discuté beaucoup avec Pierre Mitt, qui était venu nous parler de la prescription, parce que c'est aussi ça, le rôle de l'industriel, c'est de voir les priorités qu'il peut intégrer dans la prescription, dans l'apport d'informations, je dirais, techniques auprès de la maîtrise d'œuvre. Et je dirais qu'au départ, quand j'ai écouté ce que je pouvais faire et si ça avait du sens de s'intégrer dans cette démarche, eh bien j'ai compris à travers d'abord des démonstrations que l'industriel pouvait vraiment apporter des choses de qualité et je dirais même très efficaces. Alors, il a fallu d'abord faire une base. Et ça c'est primordial, une base en interne où vous récupérez toutes les informations centralisées par une personne que je pourrais peut-être baptiser BIM Manager, puisque cette personne-là va récupérer les informations multiples avec toutes les données techniques, marketing, commercial, qui sert aussi parfois à faire du commerce, comme l'a dit Pierre, pour justement alimenter nos revendeurs, parce que cette base elle sert avec des informations techniques. Cette base va permettre justement de construire des données
avec ça, vous allez pouvoir intégrer après la possibilité de fabriquer des objets. Alors nous avons fait le choix dans un premier temps de faire des objets géométriques avec une possibilité bien sûr de visuel. Pourquoi visuel? Parce que déjà l'intégration et la compréhension dans le projet est un peu plus simple. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi que ce visuel puisse être super renseigné avec de l'intelligence, de l'information et que cet objet puisse complètement s'intégrer dans le projet. Pour nous, ça a été encore plus compliqué parce que c'était pas uniquement qu'un produit, c'était aussi un système avec des paramètres multiples, c'est-à-dire qu'il y avait 36 produits cumulés, et de là il fallait, comme le disait Lionel tout à l'heure, intégrer aussi les suggestions qui s'intégraient dans la toiture. Alors vous aviez raison tout à l'heure de parler de certification, c'est hyper important, mais aujourd'hui je pense que Bertrand Descamps pourrait le dire, il y a aussi des priorités, je dirais presque des urgences. Nous devons avancer, je dirais même s'acquérir d'une expérience, et c'est en justement s'impliquant maintenant en tant qu'industriel que moi j'ai pu maintenant voir, je dirais avec un petit peu de retour, le travail qu'on a fait maintenant depuis 1 an. On est en contact bien sûr avec beaucoup d'architectes. Il y a une opération d'objets qui va être lancée le 28, c'est-à-dire dans très peu de temps. Et déjà, en ayant participé ou fait participer les professionnels, eh bien, j'ai déjà des informations qui me sont importantes et qui vont me permettre justement d'avancer. Merci. Christophe Castin pour Régis. Oui, alors, si on reste sur la question de l'interopérabilité et des standards, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est la problématique des e-catalogues et des dictionnaires. Oui. Est-ce que l'on peut faire maintenant, en quelque sorte, sachant que la norme va mettre un certain temps, enfin ces travaux normatifs sont en cours, qu'est-ce que l'on peut donner comme indication sur quoi travailler, en quelque sorte, maintenant? Alors, voilà, donc c'est pour ça que je veux revenir là-dessus. La question d'interopérabilité, c'est pas uniquement une question de standard d'échange, comme le précisait Lafnor tout à l'heure. C'est extrêmement important. Mais ce qui est important, et encore plus important derrière ça, c'est qu'on soit capable de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est les aspects sémantiques. C'est-à-dire, quand on... Et la question, c'est l'interopérabilité dans l'espace, échanger les informations géométriques, mais surtout être capable d'échanger la sémantique qu'il y a derrière, dans le temps. Et ce que disait M. Pellegrin au départ, c'est l'aspect fondamental. C'est être capable de passer de l'étape où on décrit à l'étape de prescrire. Et de faire en sorte qu'il y ait une continuité de l'information là. Parce que, je dirais, on est un peu à front renversé quand même dans la discussion. Tout le monde parle aujourd'hui de simplification, de trop de normes, et là précisément on est en train de discuter de normes. Donc la question est quand même de se poser à qui ça va profiter cette affaire, hein, à qui profite le BIM, comme on dit. Bon, alors oui, mais il ne peut pas profiter uniquement au projet. Surtout quand on voit que dans un cycle de 25 ans, la rémunération des maîtres d'œuvre a plutôt eu tendance à diminuer qu'à augmenter. Donc il faut gagner quelque part. Et donc c'est pour ça que la question du partage de la sémantique est fondamentale. Parce que le gain de temps et la productivité, elle est là. C'est-à-dire être capable d'échanger facilement et comprendre facilement. Si on prend une période d'un projet en phase d'étude, on va dire qu'on passe plus de 60% de son temps à produire de l'information qu'on va échanger au détriment de l'information qui est essentielle à la conception. Donc le gain, il est là, sur la manière dont on échange. Et donc, ça permet de revenir sur la question de prescrire et donc être capable de faire le lien entre l'objet qu'on va décrire en termes de conception au produit, j'emploie les mots précisément, qu'on va prescrire. Et donc il y a deux discussions dans le même temps. Il y a la mise au point des e-catalogues, qui est fondamentale
surtout quand on parle de synthèse et d'intégration. La maquette numérique, c'est avant tout l'intégration de l'ensemble des données. Donc là, on a besoin de e-catalogue, mais on a besoin aussi de dictionnaires. Et donc, de dictionnaires pour pouvoir défendre, pour pouvoir définir ce qu'on veut en termes d'objets génériques et raccrocher au bon niveau le produit qu'on va prescrire. Alors, pour terminer là-dessus, donc il y a bien deux aspects fondamentaux. Le premier qui est la définition qu'on trouve au niveau du PPBU, de la définition de ce que doit être un dictionnaire, un data dictionary, et puis la description qui est la deuxième étape de e-catalogue. Et ça me permet de terminer sur le point suivant, dans les infrastructures. Dans les infrastructures aujourd'hui, qui couvrent très largement, on est capable de commencer à mettre en place du BIM dès lors qu'on parle bien de BIM en termes de process et bien plus que d'outils. Bon. Et l'aspect fondamental là, si on parle de process, il est bien dans les définitions des objets. Et donc, le gros travail qu'on est en train de mettre en place, il est autour de la définition de Data Dictionary. On est en train d'étendre le domaine des IFC aux éléments des infrastructures, IFC Alignment, dont on pense qu'on va pouvoir, grâce aux financements internationaux et pas français, pouvoir avoir une première version au mois de mars de l'année prochaine. On développe les IFC Bridge. Là, c'est un développement français, mais sur des fonds privés. Et donc, on aimerait bien avoir une assistance plus importante des fonds publics sur le domaine. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en place dans le même temps, et là aussi, c'est un projet qu'on a déposé, nous, en tant qu'industriels, au sens large, auprès de la Commission européenne, un projet qui s'appelle Eurodicti, qui aura pour mission d'organiser et de coordonner l'ensemble des dictionnaires d'objets pour les infrastructures qui existent au niveau européen. Donc on travaille bien, pas sur du long terme, on travaille sur du très court terme en termes de définition de catalogue et de moyen terme en termes de définition de dictionnaire. Et je voudrais terminer sur un point, parce que moi j'étais très impressionné par l'intervention tout à l'heure de M. May. Je pense qu'il faut faire la part des choses. On peut avancer tous ensemble, gros et petits, mais c'est clair que si on veut que l'investissement ne soit pas trop lourd pour les petits, ça doit être porté par les gros projets. C'est clair que l'investissement en termes de data dictionary, c'est bien ce que vont mettre à la disposition les gros projets pour pouvoir être utilisés dans les petits projets. Et il faut essayer de travailler dans l'espace-temps avec ça dans le même temps. Merci. Didier, pour conclure, avant quelques minutes encore pour les questions. Oui, pour être très synthétique, quel est le besoin en fait de l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le projet de construction, en phase conception, réalisation, exploitation, c'est de pouvoir accéder facilement à des catalogues d'industriels, décrivant précisément les produits, les systèmes constructifs, et ce n'est pas un accès à un échantillon, on va dire, du catalogue, c'est pas la promotion du moment, il faut pouvoir accéder à l'ensemble du catalogue, il faut qu'il soit exhaustif. Alors pour être exhaustif, il faut être capable ensuite de le rendre lisible de l'ensemble des applications qui ont besoin d'utiliser ces informations produits. Building Smart International recense à peu près, je crois, 150 éditeurs de dimension internationale. Nous en France, on recense à peu près 70-80 éditeurs qui interviennent dans le monde de la construction. Et je dirais que chaque éditeur a son format propriétaire. Et donc, si on veut que les industriels délivrent des catalogues de qualité, de manière exhaustive, on ne peut pas leur demander de décrire leur catalogue en 70 ou en 150 exemplaires. C'est techniquement, économiquement impossible. Je fais souvent le parallèle, et puis Madame Cartet, je crois, a repris l'image du téléphone portable. Imaginez que si vous deviez appeler votre interlocuteur, vous devriez avoir un téléphone par opérateur, vous n'auriez pas les poches assez grandes, et puis le téléphone mobile dans ces conditions serait mort-né. Les opérateurs se sont mis d'accord sur des standards, et finalement un téléphone permet d'appeler n'importe quel opérateur. Un industriel doit pouvoir s'adresser à tout le monde,
Et donc, de cette manière-là, il doit pouvoir décrire son catalogue de manière unique. Donc là, je tiens, moi, à rendre hommage, on va dire, à la démarche qui a été initiée par l'IMCC et Mediaconstruct, la constitution du comité de normalisation PPBIM, propriété produit pour le BIM, en 2012. La norme va être publiée courant du mois de décembre, la norme française, d'harmonisation des dictionnaires pour faire en sorte que tous les outils logiciels parlent le même langage. Aujourd'hui même, le comité de normalisation est représenté au comité européen de normalisation qui se réunit à Prague. Donc c'est une démarche qui va se généraliser au niveau de l'Europe et puis par le biais de Mediaconstruct, qui est le chapitre français de Building Smart International. On espère que cette démarche va se généraliser au niveau du monde. Donc pour parler le même langage, la base c'est effectivement le dictionnaire. Il faut que chaque mot ait sa définition, mais c'est pas suffisant. Il faut également définir l'ordre des mots. C'est ce qui donne du sens aux phrases. Et sur ce sujet, donc, ce sont les travaux en fait que nous avons menés en 2011 dans le cadre d'un appel à projet européen, Green Conserve, pour l'innovation des services à valeur ajoutée pour la construction durable, qui a consisté en fait à reprendre des travaux qui ont été menés dans le cadre de la mécatronique, qui permettent d'écrire toute solution constructive, que ce soit des articles, des produits, des systèmes, des gammes d'industriels. Donc c'est la manière finalement de définir l'ordre des mots pour donner du sens aux phrases, la grammaire des THX. On a conscience que cette grammaire, pour qu'elle soit universelle, il faut qu'elle soit ouverte. Donc nos travaux, on les déverse en fait dans le cadre de la Product Room Mediaconstruct pour que tout éditeur, tout industriel qui souhaite avoir un catalogue structuré, lisible par l'ensemble des outils, puisse adopter cette grammaire. DATBIM en fait n'est que la plateforme qui anticipe, on va dire, l'usage de ces standards. On anticipe la normalisation PPBIM, on anticipe la généralisation du DTHX. Mais en tout cas, à court terme, j'invite, moi, tous les industriels, tous les éditeurs, et déjà aujourd'hui, il y a une vingtaine d'éditeurs qui ont répondu présents sur le village BIM Passibat, qui montrent les travaux qu'ils ont faits en développant le plugin d'AdBIM. Donc j'invite tout acteur qui veut rentrer dans cette démarche de facilitation des échanges à prendre connaissance de ces travaux et à les intégrer dans leurs propres outils. Voilà, je pense avoir été synthétique sur ma vision. Derrière le terme objet, j'aimerais apporter une clarification. L'objet, en fait, ne doit pas se limiter à la géométrie. L'objet, au sens informatique du terme, c'est en fait un ensemble d'informations utiles à la conception, à la réalisation, à l'exploitation de l'ouvrage. Et la géométrie n'est en fait qu'un attribut, au même titre qu'une performance thermique, qu'une performance acoustique, qu'une performance environnementale. On ne peut pas, comme je le disais au début de mon élocution, imaginer de rentrer par la géométrie simplement parce que on ne peut pas demander aux industriels de décrire leur catalogue dans autant de formats qu'il y a d'éditeurs. Voilà, c'est un petit peu le mot de conclusion de mon élocution. Merci. Donc on attend de prendre quelques questions. Jean-Michel Dossier, administrateur de Mediaconstruct. Je voudrais reprendre l'idée fondamentale de mon ami François Pellegrin. Bon, je voudrais reprendre l'idée de François Pellegrin. Oui, la maquette numérique, le BIM, représente un bouleversement interprofessionnel majeur. Mais ce bouleversement ne s'adresse pas seulement aux phases de conception. Il s'étend aux phases d'exploitation. On a bien montré les conséquences sur les 70% du coût d'exploitation. Oui, il faut des données produits certifiées. Oui, il faut
données produits normalisées dans des catalogues accessibles, oui, Didier Balaguer a complètement raison. J'insiste sur 3 points. Le premier, c'est que la donnée produit, elle peut utiliser des systèmes interopérables de description, des IFC, dès la phase de production. Chez l'industriel, on peut utiliser la description des composants d'un produit industriel en IFC et construire le produit et améliorer la chaîne de production de l'industriel. Donc là, il y a un premier retour sur investissement. Il y a un deuxième point, c'est que, évidemment, il va falloir transmettre l'information. Par conséquent, l'interopérabilité entre les différentes phases, production, conception, construction, exploitation, démolition, deviennent absolument impératifs. L'échange des données va passer par une standardisation. Actuellement, le COBI anglais est en retard sur cette transmission. Pourquoi? Parce qu'il n'utilise que des systèmes proches du système Excel. Alors que nous avons développé en France, avec Mediaconsult, mais à l'international également, avec Building Spark International, la norme ISO IFC qui date de février 2013 et qui permet de transmettre de l'information. Il y a 2 points. Les DOE, le permis de construire. Jean-Michel, excuse-moi. Il est clair que aujourd'hui, les DOE doivent intégrer les produits et permettre aux gestionnaires ultérieurs de faire des économies sur la gestion des immeubles qui vont être livrés par les concepteurs et les constructeurs. J'insiste sur ce côté transversal. Merci. Oui, juste une précision, monsieur. C'est très bien ce que vous dites, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, combien d'industriels font cette démarche? Moi, c'est très bien, c'est vrai que, excusez-moi, parce que là, vous avez raison dans cette démarche et c'est intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, il faut absolument faire de la pédagogie au niveau des industriels pour qu'ils puissent investir. Parce que, vous voyez, je suis quasiment un des seuls qui est capable aujourd'hui de... Parce qu'il y a d'autres personnes qui bossent, bien sûr. Mais quand vous discutez, parce que moi je suis en contact avec 50 industriels du bâtiment, et pas des moindres, hein, eh bien, quand vous discutez avec tous ces gens, eh bien, ils sont loin de tout ça. Donc, si vous voulez, c'est bien de dire tout ça, c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, il faut être dans l'opérationnel. Alors, moi j'aurais une proposition à faire en fait, parce que pour rendre tangible ces démarches en fait, il me semble qu'il y a des actions qui pourraient être menées au niveau gouvernemental, hein, relativement simple. Qui produit la donnée finalement? Quand on fait des essais au CSTB, au LNE, au FCBA, Effectis, finalement, on émet des rapports PDF, des rapports Word, des rapports papier qui sont inexploitables dans la maquette numérique. Pourquoi n'imposerions-nous pas, finalement, la production d'un fichier de données structuré? Et là, la faiblesse que tu as mise en avant, Eric, hein, sur aujourd'hui, quels sont les volumes de données dématérialisées et structurées? Effectivement, elles sont trop faibles, trop faibles. On ne peut pas avoir une maquette enrichie aujourd'hui avec le volume de données disponibles. Par contre, à partir du moment où on impose la production de fichiers structurés par les gens finalement qui produisent ces certificats, ben, je pense que du jour au lendemain, on peut changer la situation. Et là, finalement, c'est qu'une question de décision, c'est même pas une question de moyens financiers. J'ajouterais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que la problématique n'est pas d'imposer, la problématique de dire c'est à quoi ça sert. Si les services, alors je vais prendre un cas particulier qui est le permis de construire, mais aujourd'hui, à partir de data dictionary ou d'objets, on est capable de mettre les performances attachées à un objet. Ce qui veut dire qu'on est capable de numériser un permis de construire et de dire d'automatiser l'instruction du permis de construire. Bon, et là, on voit bien que c'est ça la question que je posais au à qui profite le BIM. Si le BIM il profite qu'à la fin et que nous on fait l'effort, mais qu'on est amené à produire toujours le même type de données non numériques, etc., on ne gagne pas. Il faut que toute la chaîne gagne.
mais il faut que c'est la chaîne du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'y compris le maître d'ouvrage, c'est là, le maître d'ouvrage, il introduit ça aussi dans sa chaîne d'instruction, de telle sorte que on gagne, nous, du temps. Le temps qu'on va perdre à initialiser la démarche, on le regagne à la fin, à la production de livrable. C'est ça l'enjeu. Bonjour, moi je suis architecte. J'entends bien la problématique des IFC, sauf que dans la réalité, ça ne fonctionne pas encore. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment déjà collaborer entre nous dans toute la chaîne de l'ingénierie pour bosser ensemble. Pour l'instant, on fait de la maquette, déjà on la transmet et les marchés publics commencent à exiger la maquette numérique, mais sous-entendu sous un format propriétaire sans le dire. On sait qu'actuellement, quand on nous demande une maquette, on dit fichier interopérable, IFC et tout autre, sauf qu'on sait déjà qu'on ne peut pas le faire et qu'il faut se grouper entre formats propriétaires pour pouvoir échanger de la donnée et en changeant la maquette, soit en maquette unique ou en maquette à plusieurs, soit en faisant une seule maquette sur laquelle on collabore. On a des soucis de cloud, de capacité, de serveurs qui sont encore loin des produits eux-mêmes pour faire toutes les simulations qu'on a à faire. Donc est-ce qu'il n'est pas urgent surtout de se mettre tous autour de la table pour déjà la loi MOP qui ne nous permet pas de travailler ensemble, puisqu'elle nous exige de travailler de manière séquentielle pour pouvoir se protéger, et on est obligé de se mettre en groupement, de trouver des artifices où il y a de la perte d'argent, de temps, d'énergie, pour que tous ensemble on puisse faire réellement du BIM, du grand BIM de l'infrastructure à la ville. Je pense qu'on est encore loin, tant qu'on n'est pas tous autour d'une table, pour se résoudre à partager cette soi-disant part de gâteau où il est plus question de faire des économies tous à notre niveau, puisque au niveau de l'architecte, on l'a bien vu, on était à plusieurs à faire un seul projet, maintenant on se retrouve à deux pour faire le même projet, donc le gain de temps, on l'a déjà, on le voit, les thermiciens le voient, les détections de clash on les voit, donc tous on sait aujourd'hui qu'il y a du gain, sauf que se mettre autour d'une table pour se dire qui perd quoi et qui gagne quoi, c'est ça qu'on n'arrive pas à se faire parce que tout le monde veut tirer le tapis de son côté. Voilà, merci. Peut-être, Bert, quelqu'un veut... Non, mais je pense qu'il faut conclure. Alain, il faut donner la parole à Bertrand pour conclure. Parce que, bon, moi, j'invite madame à rejoindre la table de Mediaconstruct, puisque c'est quand même une table où tous les acteurs sont représentés et échangent sur les problématiques. On sait bien que tout n'est pas parfait et on est dans un processus d'amélioration continue. Mais une réponse quand même. Ouais, pour répondre, deux choses. Moi, j'utilise Archicad. Je travaille avec des gens qui ne sont pas sous Archicad et on échange sous IFC et on arrive. Il y a encore des trucs, mais il ne faut pas tout de suite dire ça ne marchera pas et il n'y a que la voie de Revit, système propriétaire, qui marchera. Bon, moi, je suis contre ça. La deuxième chose, la loi MOP n'interdit pas d'être intelligent aujourd'hui. La loi MOP n'interdit pas de travailler en ingénierie concurrente. La loi MOP n'interdit pas de fusionner Esquisse APS puis APD Pro. Donc, je dis, si tu es architecte, ne commets pas l'erreur d'aller réclamer en séance publique l'abrogation de la loi MOP. Dans 5 ans, on n'existe plus. C'est ce que veulent beaucoup de gens depuis très longtemps. Abroger la loi MOP pour que les concepteurs, et singulièrement l'architecte, n'empêchent plus de tourner en rond tranquillement. Voilà, donc c'est une précaution. On peut parfaitement faire du BIM intelligemment et travailler en ingénierie concurrente avec la loi MOP telle qu'elle est actuellement. Merci François. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un architecte qui répond à un architecte. Voilà. Mais enfin, moi je vous comprends madame, ça fait partie effectivement des questions que j'ai entendues et qui sont aujourd'hui effectivement sur la table et auxquelles il faut apporter des réponses pour voilà, convaincre, donner envie à tout le monde. Alors pour moi, si j'ai 2 minutes pour conclure cette matinée, je dirais qu'elle correspond bien à ce que je rencontre tous les jours depuis quelques mois, c'est-à-dire des gens passionnés, des gens qui ont envie, passionnés, et bravo à ceux qui ont déjà quelques longueurs d'avance. Donc on sent, et ça confirme tout à fait, donc qu'il y a cette motivation collective aujourd'hui pour essayer de vraiment tous ensemble aller sur le numérique et y trouver donc des bénéfices et des progrès significatifs. Donc
moi simplement quelques mots-clés pour conclure, j'ai noté, donc j'ai déjà dit d'ailleurs tous ensemble, on n'y arrivera que si c'est tous ensemble, donc architectes, maîtrise d'œuvre, entreprise, industriel, bien sûr la maîtrise d'ouvrage en premier lieu, et j'en oublie, hein, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais tous les acteurs sont concernés et ils doivent tous aujourd'hui trouver leur place dans cette transition numérique. Un mot très important, c'est la confiance. Le monde du bâtiment est un monde qui a besoin de confiance. Un monde qui ne doit pas être dépendant de quelques acteurs. Bien sûr, il y a des tentations hein, de profiter de cette transition numérique pour gagner des parts de marché, pour tirer la couverture à soi. Donc, mais c'est pas ça qui compte. Pour le plus grand nombre, il faut effectivement des solutions pérennes dans lesquelles on a confiance. Et les mots de normalisation, de labellisation, de certification sont très importants associés au numérique. Et puis pour terminer sur les produits de construction quand même, puisque ça a été le sujet central de cette matinée, juste pour donner une idée de l'ampleur du sujet, on m'a indiqué qu'il y avait aujourd'hui présent en France, sur le marché français, 7000 enseignes de fabricants, de produits, de matériaux, de systèmes que les professionnels du bâtiment utilisent aujourd'hui. 7000. Donc vous voyez bien l'enjeu, c'est comment mettre de l'ordre dans tout ça. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de BIM, pas de maquette numérique, pas de transition numérique à l'échelle du secteur sans avoir mis de l'ordre sur cette sphère des produits de construction. Pas de BIM sans produits de construction. Pour moi, c'est le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été nombreux et bravo à vous.